Je n'étais qu'à quelques semaines de mon mariage quand j'ai fait quelque chose que personne ne m'avait demandé de faire. Par pure curiosité, sans doute ni peur, j'ai commencé à apprendre la langue des signes, pensant que cela m'aiderait à me sentir plus proche de mon fiancé et de sa mère. Notre maison semblait paisible, presque comme une scène préparée, les plans du mariage sur le comptoir, les dîners tranquilles, les mains bougeant doucement à la place des mots. Je pensais assister à un moment d'intimité. Puis, un soir, me tenant à quelques pas, j'ai compris exactement ce qu'il lui signait. Mon souffle s'est coupé, mes instincts ont hurlé, et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que le silence dans notre maison n'était pas de l'amour du tout. C'était une couverture. Au début, rien ne semblait assez anormal pour être nommé. Daniel m'avait prévenu que sa mère, Margaret, dépendait entièrement de la langue des signes. Elle ne pouvait ni entendre ni parler et, selon lui, s'orienter dans le monde l'épuisait plus qu'elle ne l'admettait jamais. Quand elle a emménagé chez nous, je me suis adapté sans protester. La maison était grande, l'espace n'était pas un problème, et Margaret elle-même semblait douce, presque avec précaution. Elle souriait souvent, se déplaçait silencieusement et ne demandait jamais d'attention. Au contraire, elle essayait de prendre moins de place que nécessaire. Daniel est devenu sa voix. Quand elle signait, il traduisait. Du moins, au début. Avec le temps, le rythme a changé. De petites choses, des choses subtiles. Les conversations entre duraient plus longtemps. Ses traductions devenaient plus courtes. Parfois, il les balayait d'un geste de la main entièrement. Rien d'important, disait-il en souriant comme pour me rassurer. Juste des choses de routine. Je le croyais. Au dîner, il signait pendant que je mettais la table. Dans le salon, leurs mains bougeaient pendant que je répondais à des emails. Le matin, ils échangeaient des gestes rapides autour d'un café avant même que je sois complètement réveillé. J'étais toujours présente, mais de plus en plus superflue à l'instant présent. Personne ne me disait de partir. Personne ne demandait d'intimité. D'une certaine manière, cela rendait les choses pires. Je me disais que j'étais déraisonnable. Margaret n'avait pas d'autre moyen de communiquer. Daniel était un bon fils. C'était à cela que ressemblait la compassion. Je me le rappelais chaque fois que le silence commençait à peser plus lourd qu'il n'aurait dû. Pourtant, il y avait des moments qui persistaient. Parfois, leurs signes s'arrêtaient quand j'entrais dans une pièce, puis reprenaient une fois que je regardais ailleurs. Parfois, Daniel lui répondait avec une expression qui ne correspondait pas au ton qu'il traduisait plus tard à voix haute. Une fois, j'ai demandé de quoi il parlait et il a hésité juste assez longtemps pour que je le remarque, avant de dire qu'il s'agissait des courses. J'en ai ri pour ne pas y penser. Je ne voulais pas être la femme qui en voulait à un parent handicapé d'avoir besoin de son enfant. Mais lentement, la maison a changé. Elle n'était pas plus bruyante. Elle n'était pas plus froide. Elle était plus étroite. Comme si des conversations entières se déroulaient dans un espace que je pouvais voir mais où je n'étais pas autorisé à entrer. Je me suis retrouvé à choisir le silence délibérément, ne voulant pas interrompre ou paraître intrusive. Plus je prenais du recul, plus il leur semblait naturel de remplir cet espace sans moi. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de continuer à apprendre, non pas pour espionner, non pas pour surprendre quelqu'un en train de mentir. Je me suis dit que je voulais participer, mieux comprendre Margaret, cesser de me sentir comme une invitée dans ma propre maison. Cela semblait encore innocent à l'époque, presque prévenant. Je ne réalisais pas que le silence que j'essayais de combler faisait déjà exactement ce pourquoi il était destiné. Le changement ne s'est pas produit d'un seul coup. Il est arrivé tranquillement, comme la compréhension le fait souvent, sans annonce, sans permission. À ce moment-là, apprendre la langue des signes était devenu une partie de ma routine. Je m'entraînais dans de courts moments, répétant les mouvements dans ma tête en attendant que les réunions commencent, traçant des formes dans l'air quand j'étais seul. Je ne me suis pas précipité. Je n'essayais pas de devenir bilingue du jour au lendemain. Je voulais seulement comprendre assez pour me sentir incluse, pour combler le fossé invisible qui s'était formé à l'intérieur de ma propre maison. Cet après-midi-là ne semblait pas différent des autres. Les détails du mariage étaient ouverts sur le comptoir de la cuisine. La maison était calme, ordonnée, presque mise en scène. Daniel et Margaret étaient assis dans le salon, tournés l'un vers l'autre, les mains bougeant à ce rythme familier que j'avais appris à ignorer. Je me suis dit de ne pas regarder. Je me suis dit que ce n'était pas ma place. Puis une phrase a attiré mon attention. Pas une phrase complète, juste un fragment.
Un mouvement que j'ai reconnu avant que mon esprit ait eu le temps de s'y préparer. J'ai arrêté de marcher. Margaret signait rapidement maintenant, ses mouvements plus vifs que d'habitude. Il n'y avait aucune hésitation dans ses mains, aucune fragilité dans sa posture. Daniel répondit sans détourner le regard. Son expression était concentrée, contrôlée. Je n'avais pas l'intention d'écouter. Je ne me suis pas approché. J'ai simplement compris. Elle posait des questions sur le timing. Pas sur le dîner, pas sur les courses. Sur l'après. Daniel a répondu par un petit geste dédaigneux de la main. Bientôt après le mariage, tout sera plus facile. Ma poitrine s'est serrée. Il parlait d'argent. Pas vaguement, pas hypothétiquement. Des paiements, des factures, de ce qui deviendrait accessible une fois que nous serions légalement liés. Daniel a mentionné des chiffres, des sommes arrondies qui m'ont noué l'estomac, non pas comme des estimations, mais comme des attentes. Margaret a réagi avec une impatience visible, demandant combien de temps il devrait rester, combien de temps encore il devrait faire semblant. Prétendre. Ce mot a atterri avant que je ne le sente. Daniel l'a rassuré. Il a signé que je lui faisais confiance, que je ne remettais pas les choses en question, que la maison, les comptes, les engagements, tout se mettrait en place une fois les papiers signés. La bouche de Margaret s'est courbée en un sourire que je n'avais jamais vu auparavant. Pas doux, pas poli. Satisfait. Puis elle a signé quelque chose qui a fait rire Daniel. J'ai compris cela aussi. Elle faisait référence à leur arrangement, à sa crédibilité, à la façon dont le silence rendait les gens négligents. Elle a signé quelque chose qui impliquait un partenariat, une stratégie. Mon corps a réagi avant mon esprit. Je me suis figé. Pas de façon dramatique, pas de façon visible. J'ai simplement cessé d'exister dans l'instant. Mes mains sont devenues engourdies. L'air semblait trop rare. Le temps s'est étiré, suspendu entre une respiration et la suivante. J'étais debout dans la même pièce, dans ma propre maison, regardant l'avenir que j'avais accepté s'effondrer en silence complet. Daniel a levé les yeux à ce moment-là et m'a remarqué. Instantanément, ses mains ont cessé de bouger. Son visage s'est adouci en quelque chose de familier, de répété. Il a parlé à voix haute, nonchalamment, me demandant si j'avais besoin de quelque chose. Margaret s'est tournée et m'a souri, avec la même expression prudente qu'elle portait toujours. Je me suis forcé à bouger. J'ai hoché la tête. J'ai dit que j'allais bien. J'ai pris un dossier sur la table, mes doigts stables malgré le bruit assourdissant dans ma tête. Je suis parti sans me presser, sans regarder en arrière. Ce n'est qu'une fois la porte de la chambre fermée derrière moi que je me suis permis de respirer. Le mariage n'avait pas changé. La date n'avait pas bougé. Tout le monde croyait toujours à la même histoire. Mais je savais alors que ce que je venais de comprendre n'était jamais destiné à être entendu par moi. Et cette compréhension a tout changé. Je ne l'ai pas confronté. C'était la première décision que j'ai prise après que le choc ait relâché son emprise. Je me suis assise sur le bord du lit, les mains jointes sur mes genoux, fixant le vide tandis que mon esprit bougeait avec une clarté brutale. La confrontation aurait été satisfaisante pendant exactement 3 secondes. Après cela, elle aurait été dangereuse. J'ai compris cela instinctivement. Quoi que Daniel et Margaret préparaient, ce n'était pas impulsif. C'était structuré, chronométré, et s'ils réalisaient que je savais, ils ne paniqueraient pas, ils s'adapteraient. Le silence, ai-je réalisé, n'était plus une faiblesse. C'était une couverture. J'ai rejoué la conversation dans ma tête, non pas émotionnellement, mais stratégiquement. Ce qu'ils supposaient, ce qu'ils croyaient contrôler, ce qu'ils pensaient que je ne comprendrais jamais. Leur confiance venait d'une chose, l'asymétrie. Ils avaient des informations que je n'avais pas, ou du moins le croyaient-ils. Ce déséquilibre était la seule raison pour laquelle ils étaient assez audacieux pour en discuter ouvertement dans ma maison, avec moi debout juste là. Si je brisais cette illusion trop tôt, je perdrais le seul avantage que j'avais. Alors, j'ai choisi de me figer extérieurement et de réfléchir intérieurement. Au cours des jours suivants, je suis devenu exactement celle qu'ils attendaient. Calme, agréable, concentré sur les détails du mariage. J'ai posé des questions sur les plans de table. J'ai discuté des menus. J'ai souri quand Daniel a traduit les commentaires inoffensifs de Margaret et j'ai hoché la tête quand il a dit qu'elle était juste fatiguée. Rien dans mon comportement ne suggérait que quelque chose avait changé. À l'intérieur,
tout avait changé. J'ai commencé à prêter attention aux schémas plutôt qu'aux sentiments. Quand ils parlaient, ou, ce qu'ils évitaient de discuter à voix haute, quel sujet rendait Daniel plus attentif, plus contrôlé. J'ai remarqué à quel point les signes de Margaret changeaient de ton selon que j'étais dans la pièce ou non. J'ai remarqué que Daniel ne laissait plus de papier sans surveillance. À quel point il était devenu prudent dans les conversations informelles. Ils étaient prudents, mais pas assez. Le fait de m'être figé m'avait fait gagner du temps, et le temps m'a apporté la clarté. J'ai compris alors pourquoi réagir immédiatement m'aurait tout coûté. La colère m'aurait rendu prévisible. La peur m'aurait rendu négligente. Le silence m'a gardé invisible. Tant qu'ils croyaient que j'étais inconsciente, ils continueraient exactement comme ils étaient. Ils feraient des plans en supposant que j'étais toujours la même femme qui leur faisait confiance. Cette supposition était leur erreur. Je n'étais pas encore prête à agir. Pas publiquement, pas de manière décisive. Mais j'ai commencé à me positionner pour le moment où je le serais. J'ai revu les engagements que j'avais reportés. J'ai discrètement revérifié les limites que j'avais assouplies pour la paix. J'ai pris des notes mentales de ce qui pouvait être des faits et de ce qui ne le pouvait pas. Pour la première fois depuis que j'avais appris la vérité, j'ai ressenti autre chose que le choc, le contrôle. Le fait de rester figé ne m'avait pas piégé. Cela m'avait protégé. Cela a empêché le danger de me voir clairement pendant que j'apprenais à bouger sans être vu. Et tant qu'ils continuaient à parler librement dans leur silence emprunté, ils ne réaliseraient jamais que la personne autour de laquelle ils planifiaient n'existait plus. Je n'avais plus besoin de réponse. J'avais besoin d'un levier. Alors, j'ai continué à jouer mon rôle. Je suis resté agréable, prévisible. J'ai laissé Daniel croire que le mariage avait toute mon attention pendant que je déplaçais discrètement la mienne ailleurs. La clé n'était pas la vitesse, c'était l'enchaînement. Un mauvais mouvement hors de l'ordre les alerterait. Je ne pouvais pas me le permettre. J'ai commencé avec ce qui était déjà à moi, non pas de manière dramatique, mais méthodique. J'ai revu les engagements que j'avais pris à la hâte par confiance. J'ai ralenti les processus qui n'avaient pas besoin d'être immédiats. J'ai revérifié les arrangements qui deviendraient permanents après le mariage et j'ai posé des questions neutres qui semblaient pratiques, pas suspectes. Chaque étape était assez petite pour être invisible seule. Ensemble, elles ont changé le paysage. À la maison, je suis resté banal. Je ne regardais pas quand Daniel et Margaret signaient. Je n'interrompais pas. Je ne demandais pas de quoi ils discutaient. Cette tenue était importante. Elle maintenait leur confiance intacte. Ils continuaient à parler librement des paiements qui seraient plus faciles à gérer plus tard, des factures qui n'importeraient plus une fois les comptes partagés, de la nature temporaire de la situation. Ils parlaient comme des gens qui comptaient déjà de l'argent qui n'était pas encore le leur. Je les ai laissés faire. Au lieu de réagir, j'ai documenté les schémas, le timing, la fréquence, la façon dont le ton de Daniel se durcissait lorsque le sujet dérivait vers les échéances, la façon dont l'impatience de Margaret faisait surface chaque fois que les plans n'avançaient pas assez vite. Je n'avais pas besoin d'enregistrer quoi que ce soit formellement. J'avais juste besoin de comprendre comment leur confiance fonctionnait et de quoi elle dépendait. Puis j'ai commencé à ajuster les accès. Rien qui puisse être retracé à une seule décision, juste de subtils recalibrages. Des autorisations revues, des dépendances réduites. J'ai tout présenté comme de la préparation, de la diligence, le genre de comportement responsable que les gens louent chez une future mariée qui a sa vie en main. Daniel ne l'a jamais remis en question. Au contraire, il semblait soulagé que je m'occupe des détails auxquels il ne voulait pas penser. C'était l'ironie. Plus je paraissais confiante, moins il me surveillait de près. Je n'ai pas annulé le mariage. Pas encore. Le faire aurait soulevé des questions auxquelles je n'étais pas prête à répondre. J'avais besoin qu'ils continuent à croire que le calendrier était intact. Leur sentiment d'urgence jouait en ma faveur. Plus nous nous approchions, plus ils devenaient négligents avec leurs suppositions. Le positionnement n'est pas une question d'attaque. C'est une question d'alignement. S'assurer que lorsque le moment viendra, le résultat semble inévitable plutôt que forcé. Au moment où tout était en place, rien de dramatique ne s'était produit en surface. Pas de dispute, pas de scène, pas d'accusation. Quiconque regardait de l'extérieur aurait vu une femme se préparant calmement au mariage. Ce qu'il ne pouvait pas voir, c'est que les fondations de cet avenir avaient déjà été démantelées, discrètement, proprement et sans une seule confrontation.
Je n'avais pas besoin qu'ils avouent. Je n'avais pas besoin qu'ils paniquent. Tout ce dont j'avais besoin, c'était qu'ils continuent à parler, à supposer et à croire que j'étais exactement là où ils m'avaient laissé. Ils n'ont jamais remarqué que j'avais déjà bougé. Le dénouement n'a pas commencé par une dispute. Il a commencé par le silence. 2 jours avant ce qui devait être notre dernière réunion pour le mariage, Daniel est rentré chez lui, mal à l'aise. Il n'a pas dit pourquoi au début. Il se déplaçait dans la maison avec une attention qu'il ne pouvait cacher, vérifiant son téléphone plus souvent que d'habitude, s'interrompant au milieu d'une phrase quand Margaret lui signait quelque chose. Leurs conversations sont devenues plus vives, plus rapides, moins prudentes. Je suis resté exactement la même. Quand Daniel a finalement parlé, ce n'était pas une accusation. C'était de la confusion. Quelque chose à propos d'un retard, une complication qu'il n'avait pas anticipée. Il l'a dit nonchalamment, comme si le problème se résoudrait de lui-même s'il ne l'examinait pas de trop près. Margaret ne partageait pas son optimisme. Ses signes étaient brusques maintenant, irrités. Elle a demandé ce qui n'allait pas. Je le savais déjà. Le calendrier sur lequel ils comptaient n'existait plus. Les hypothèses qu'ils avaient faites sur l'accès, sur l'inévitabilité, sur le contrôle que le mariage leur donnerait s'étaient effondrées silencieusement sous leurs pieds. Non pas parce que je les avais bloqués directement, mais parce que j'avais supprimé les raccourcis sur lesquels ils comptaient. Ils ont commencé à se disputer comme ils ne l'avaient jamais fait auparavant. Pas bruyamment, pas de façon spectaculaire, mais avec urgence. Leur certitude avait disparu, remplacée par des recalculs. Margaret pressait Daniel de la rassurer. Il ne pouvait pas. Daniel, pour la première fois, n'avait pas de réponse prête. Le mariage n'a pas été annulé en un seul instant. Il a été mis en attente. Les rendez-vous ont été reportés. Les décisions demandaient soudainement plus de temps. L'aisance que Daniel projetait autrefois a été remplacée par une frustration qu'il essayait de déguiser en stress. Quand il a suggéré de repousser la date juste un peu, je n'ai pas résisté. Je n'ai pas posé de questions. J'ai simplement accepté. C'est à ce moment-là que la structure a finalement échoué. Sans la pression d'un mariage imminent, leur urgence est devenue visible. Ils ont insisté là où ils n'auraient pas dû, ont demandé des choses trop directement, ont fait des suppositions qui ne correspondaient plus à la situation. Et quand ils l'ont fait, les protections que j'avais discrètement mises en place ont réagi sans mon intervention. Il n'y a pas eu de révélation spectaculaire, pas de confrontation dans le salon, pas de cris ou d'accusations. Juste une séquence d'événements qui ne penchaient plus en leur faveur. Daniel a réalisé le premier. Il m'a demandé un soir si quelque chose avait changé. Pas avec colère, pas sur la défensive. Prudemment, comme pour sonder le terrain sous ses pieds. Je l'ai regardé et j'ai dit la vérité, mais pas toute la vérité. J'ai dit que j'avais besoin de temps, que je n'étais pas à l'aise pour avancer comme nous l'avions prévu. Margaret m'a observé attentivement pendant que Daniel traduisait. Son expression a changé d'une manière que j'ai immédiatement reconnue. Pas de la confusion. De la reconnaissance. Ils ont compris alors que l'avenir qu'ils avaient planifié n'était plus disponible pour eux. Le mariage n'a pas eu lieu. Il n'y a pas eu d'annonce, pas d'explication offerte à quiconque en dehors de notre maison. Il a simplement cessé d'exister en tant qu'option. Et une fois cette porte fermée, tout ce dont il dépendait a disparu avec elle. Je n'ai pas célébré. Je ne me sentais pas victorieuse. Ce que j'ai ressenti était quelque chose de plus stable que le soulagement. La certitude qu'ils avaient échoué, non pas parce que je les avais combattus, mais parce que j'étais sorti du rôle qu'ils avaient besoin que je joue. Si cette histoire nous apprend quelque chose, c'est que la force ne s'annonce pas toujours. Erika n'a pas gagné en dominant qui que ce soit. Elle n'a pas crié plus fort que les gens qui ont essayé de la tromper, et elle ne s'est pas précipitée pour les dénoncer pour le simple plaisir d'une libération émotionnelle. Au lieu de cela, elle a fait un choix plus discret, qui exigeait de la patience, de la retenue et une profonde compréhension de ses propres limites. Ce qui ressort le plus chez Erika, ce n'est pas ce qu'elle a fait à la fin, mais ce qu'elle n'a pas fait au moment le plus crucial. Elle n'a pas laissé le choc se transformer en panique. Elle n'a pas laissé la trahison la pousser à une action imprudente. Elle s'est donné le temps de voir la situation dans son ensemble avant de décider jusqu'où elle était prête à risquer. Et c'est là que réside la vraie leçon. Car la trahison n'est pas toujours évidente. Elle ne s'accompagne pas toujours de cris ou d'ultimatums dramatiques. Parfois, elle se cache derrière la politesse,
derrière les rôles familiaux, derrière un silence qui semble inoffensif jusqu'à ce qu'il ne le soit plus. Le danger n'est pas seulement d'être trompé. C'est de réagir avant de comprendre ce qui est vraiment en jeu. Erika a choisi la clarté plutôt que le chaos. Elle a choisi de protéger son avenir au lieu de prouver quelque chose dans le présent. Et en faisant cela, elle s'en est sortie non seulement indemne, mais plus sage. Voici donc quelque chose qui mérite réflexion. Si vous découvriez une vérité qui changeait tout, mais que la révéler immédiatement pourrait vous coûter plus qu'elle ne vous apporterait, que feriez-vous? Réagiriez-vous à la trahison ou prendriez-vous du recul pour décider comment vous voulez que votre histoire se termine? Si cette situation vous a fait réfléchir, partagez vos pensées ci-dessous. Et si vous appréciez les histoires qui mettent l'accent sur la conscience de soi, les limites et l'intelligence émotionnelle, n'oubliez pas de vous abonner pour en découvrir d'autres.